Donc merci à tous d'être ici pour cette matinée animée par le CERCOG. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Sébastien Carnicella, je suis chercheur INSERM à l'Institut des neurosciences de Grenoble et je suis membre du bureau de direction du CERCOG. Donc je suis ici pour le représenter un petit peu. Donc le CERCOG a une mission d'animation scientifique, comme on va le voir aujourd'hui, et grâce notamment à notre conseil scientifique junior qui on fait le plaisir d'animer tout ça, de créer des podcasts, d'être là pour présenter aussi aujourd'hui, donc qui est très dynamique et on est ravis de voir les jeunes chercheurs de l'environnement grenoblois s'occuper de ça activement. Donc merci à vous. Et puis l'autre mission principale de CERCOG est aussi autour de l'animation scientifique au niveau plus des projets et de la fédération de l'écosystème grenoblois autour de la neuropsychologie, de la cognition et des neurosciences, donc autour de 3 axes. Un axe cognition, un axe cerveau et un axe neurosciences cliniques, donc avec l'objectif d'essayer de faire vraiment des projets communs pour promouvoir des bonnes collaborations sur ces différentes expertises grenoblois qui sont très fortes. Donc on avait un CDT-CDP qui va être transformé en LABEX et qui va pouvoir permettre d'être un petit peu plus ambitieux avec des actions à venir pour des projets communs avec des salaires de doctorants ou de post-doctorants. Et puis merci à Rouloud, chef de projet, qui organise tout ça voilà, de main de maître depuis des années. Je laisse la parole aux jeunes. Merci à vous. Merci Sébastien. Bon, bienvenue à tous pour ce nouveau séminaire donc autour des Brain Computing Interface. Donc c'est préparé par les membres du Conseil scientifique junior, donc on est une bonne dizaine qui viennent un peu de tous les laboratoires du bassin grenoblois, donc le GIN, le LPNC, le CHU avec des médecins comme Loïc. Et donc d'abord un petit coup de pub pour les actions qu'on mène. Donc on a donc la page internet qui est tenue par Khouloud, le Twitter, le LinkedIn, et puis sur la page YouTube où vous pourrez retrouver un peu donc notamment ces séminaires là qui sont disponibles et les podcasts qu'on réalise et qui sortent une fois par mois. Juste sur les podcasts, peut-être que vous avez pu en écouter quelques-uns. On a commencé au début de la rentrée là, en 2023-2024. Donc il y a un podcast qui sort tous les mois, tous les premiers mercredis du mois. Et l'objectif, c'est de faire découvrir des thématiques de recherche, de doctorants dans différents laboratoires qui sont affiliés à CERCOG. Donc là, il y en a un qui est sorti la semaine dernière avec Inès Rachidi, qui elle est médecin au CHU et qui parle de ses travaux de thèse de médecine, mais des travaux de thèse d'université, etc. Donc c'est assez intéressant de voir un peu l'écosystème des neurosciences et de recherche sur Grenoble. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et si vous avez des doctorants qui sont intéressés, on se fera le plaisir de les interviewer pour en savoir un peu plus sur leurs travaux. Donc pourquoi les BCI aujourd'hui? Bon, vous avez tous dû voir, alors c'est pas à proprement parler du BCI, mais le nouveau casque Apple Vision Pro pour la modique somme de 3 500 $, qui, je pense, je sais pas, mais va peut-être commencer à révolutionner un petit peu le smartphone que l'on connaît tous depuis maintenant 15 ans à peu près, qui a été aussi sorti par Apple. C'est pas sponsorisé Apple, hein. Donc il y a aussi ce milliardaire un peu controversé qui, avec sa startup Neuralink, développe des implants neuronaux et a pour projet alors je ne sais pas si c'est de faire un humain augmenté, mais du moins déjà avoir des applications cliniques et puis voir au-delà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu vous présenter ce séminaire autour de ce sujet-là, afin de se rendre compte de ce qu'il en est réellement dans l'état de l'art de la recherche aujourd'hui. Et je pense qu'à Grenoble, on est bien placé pour ça, avec notamment les 3 intervenants qui sont présents aujourd'hui.
Effectivement, donc en fait dans le grand public, on entend beaucoup parler des grosses boîtes qui développent à coups de milliards des dispositifs, mais il y a quand même des gros papiers qui sont sortis avec la participation d'équipes grenobloises, hein, notamment sur l'année 2023. Donc c'est ça qui nous a aussi incité à vouloir faire ce séminaire autour des BCI, parce que ça pousse fort, qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques et que c'est probablement une grosse part d'avenir. Et à titre personnel, sur les pathologies neurologiques, il y a un gros enjeu. Donc c'est vraiment d'intérêt et pile poil dans l'actualité. Donc là, 2024-2023, 2 gros papiers dans Nature. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir 3 intervenants qui viennent de Grenoble et qui sont des experts dans leur domaine, donc sur le BCI et sur différentes applications. Donc Marco Congedo, qui est directeur de recherche CNRS et responsable de l'équipe VIBS au GIPSA, et qui nous parlera d'un overview sur les recherches dans le BCI au GIPSA. Blaise Hiver, qui est directeur de recherche au GIN, donc spécialisé sur le décodage du langage et sur les troubles du langage à travers les BCI. Et puis Guillaume Charvet, qui travaille au CEA et qui va nous parler à nouveau de BCI, mais plutôt sur un versant moteur et handicap moteur avec de la récupération. Donc merci beaucoup à tous les 3 d'intervenir aujourd'hui. On a beaucoup de chance de vous avoir et on a hâte de vous écouter surtout. Et donc, on va commencer avec Marco Congedo sur BCI Research at GIPSA Lab. Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs de cette journée pour l'invitation. Merci à Khouloud pour l'organisation impeccable du séminaire. Voilà, donc aujourd'hui je voulais présenter la recherche qui a été menée au GIPSA Lab sur les interfaces serveur-ordinateur au cours des dernières 15 années, en fait un petit peu plus de 15 ans. Nous avons publié une bonne centaine d'articles sur ces sujets jusqu'à là. Et il était difficile pour moi de choisir, faire une sélection en fait, des activités à présenter. Les critères que j'ai choisis, c'est, je vais vous présenter les travaux qui sont les plus influents, c'est-à-dire ceux qui sont les plus suivis par la communauté, pas seulement en termes de citations, mais aussi vraiment de réel usage par des collègues. Je vais faire une toute brève introduction sur les interfaces serveur-ordinateur, comme je suis le premier. Les interfaces serveur-ordinateur, c'est des systèmes informatisés pour envoyer des commandes sans utiliser les muscles ou les nerfs périphériques. Donc, il y a un utilisateur qui interagit avec une interface et il y a un algorithme de machine learning derrière qui fait les liens entre les deux et qui permet de transmettre les commandes. Donc, ça, c'est la définition, disons, la plus commune. Pour ce qui concerne les applications, il y en a beaucoup plus de cela. Mais c'est là, disons, c'est les applications majeures. On a des applications plutôt publiques larges, donc plutôt pour le grand public, qui consistent en fait à augmenter les capacités de communication et aussi pour les jeux vidéo. Et il y a des applications plutôt cliniques, donc pour remplacer des habiletés motrices perdues ou alors pour la mobilité, mais il y a aussi pour la réhabilitation, le neurofeedback, etc. Donc, il y a cette distinction, mais il y a aussi une deuxième distinction très importante dans les interfaces serveur-ordinateur. Et ça, c'est la distinction entre les interfaces serveur-ordinateur invasives, dites invasives, et les interfaces dites non invasives. Bonjour, s'il vous plaît. Donc, au GIPSA Lab, on travaille pratiquement de façon quasi exclusivement, on travaille sur les interfaces non invasives. Les interfaces invasives seront traité par mes collègues qui vont me suivre. Je voulais juste dire quelques mots pourquoi travailler sur les interfaces EEG non invasives basées sur l'électrocéphalogramme. Déjà parce qu'on a une très bonne résolution temporelle qui correspond en fait à la vitesse avec laquelle le cerveau travaille. On obtient une mesure qui est instantanée par rapport à l'activité cérébrale. Donc cela en contraste avec par exemple la résonance magnétique, où il y a un décalage entre ce qu'il fait le cerveau et le moment où on peut enregistrer cela. Donc, comme modalité de neuroimagerie, l'EEG a cet intérêt d'être instantané. C'est une méthode complètement silente, donc ça ne fait pas de bruit du tout, et c'est une méthode non invasive. Alors, sur cela, je devrais ouvrir une petite parenthèse
On a évoqué les travaux d'Elon Musk, etc. Donc il y a tout un mouvement transhumaniste en ce moment dans le monde entier. Quand on parle de la recherche invasive, on justifie carrément la recherche invasive par les applications cliniques, mais tout le monde sait que cette recherche n'est pas seulement adressée à la population clinique, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui voudraient bien en fait avoir ce type d'implant être utilisé sur le plus de monde possible. D'accord? Alors, je n'entre pas dans les débats qu'il y a. Il y a un gros débat éthique, disons, mais il y a des raisons éthiques aussi pour travailler sur la partie non invasive. Pour ce qui me concerne, et là je parle à titre complètement personnel, si on se pose la question, est-ce que c'est bien de jouer un peu avec les cerveaux pour essayer de l'augmenter de façon artificielle, et je souligne le mot artificiel parce que pour moi c'est le mot-clé, ce n'est pas naturel. Eh bien, pour moi, mais vraiment c'est personnel, pour moi c'est non. D'accord? Il y aura d'autres qui vont dire c'est oui, hein? C'est clair. Mais pour moi c'est non, donc je travaille sur les interfaces non invasives. Les équipements pour ce faire sont vraiment très légers, mais non, on peut les comment ça se dit ça? Merci. Autant qu'on veut, même au niveau micrométrique, si on veut vraiment le faire, c'est possible de le faire. Et c'est vraiment pas cher. Et on peut obtenir des enregistrements partout. On peut partir en Beldon à 3000 mètres et enregistrer des légers et opérer une interface machine sans problème. D'accord? On peut aussi l'utiliser sur les lits d'un patient à l'hôpital. On peut l'utiliser partout. C'est ça qui est intéressant des légers non invasifs. Très bien, donc je vais maintenant passer à la partie recherche. Donc nous avons démarré, je vous disais, il y a très longtemps, en France, on était parmi les premiers, sinon les premiers. La première question qu'on s'est posée, c'était comment on va faire tout ça. À l'époque, il y avait une plateforme logicielle pour opérer les interfaces serveur-ordinateur. Donc nous avons participé à 2 projets ANR pour développer une nouvelle plateforme plus performante et plus moderne, qui s'appelle OpenVibe. Qui est maintenant très utilisée dans la communauté. C'est une plateforme qui permet de faire l'acquisition, le traitement et l'affichage des données en ligne. L'idée, c'est de pouvoir faire tout ça en ligne. C'est une des requirements d'une interface serveur-ordinateur. Donc, c'est une plateforme qui est très utilisée dans les domaines. Je vais vous donner un exemple de BCI qui travaille avec OpenVibe, les Brain Invaders. Plus récemment, nous avons contribuer à le développement d'une nouvelle plateforme beaucoup plus simple à utiliser, qui est écrite entièrement en Python, mais ça c'est encore c'est pas encore très bien connu, mais je pense qu'elle va être utilisée pas mal dans le futur. Après, on s'est posé la question, donc je vais aller vite au début parce que je pense que les choses les plus intéressantes sont vers la fin. On s'est posé la question de comment on peut améliorer la précision d'une interface sur ordinateur. Donc, les niveaux de précision dans la classification pour pouvoir être plus précis au moment d'envoyer des commandes. Donc, on a attaqué d'abord les problèmes des interfaces sur ordinateur basées sur les potentiels évoqués. Et nous avons développé un filtre spatial qui permet en fait de rehausser les rapports signal-bruit. Donc, en 2009, c'était le premier travail. Et successivement, en 2016, nous avons fait une généralisation de cette méthode pour obtenir des filtres à la fois spatiaux et temporels. Donc ici, à gauche, la ligne de gauche, vous voyez en fait les potentiels évoqués moyennes sur à peu près 80 essais. Et juste à droite, derrière, vous voyez en fait les signaux filtrés. Est-ce qu'il y a un pointeur laser? Non. Un pointeur non laser? Non. Un pointeur. Ouais, c'est ça. Une baguette? Merci, Blaise. Lequel? Ah, ok, merci bien, Blaise. Du coup, vite fait, je n'entre pas dans les détails, mais ça, c'est le potentiel qu'on recherche, les P300. C'est une positivité qu'on repère typiquement dans les électrodes Pareto. Okay, ça, c'est 4 sujets différents. On les retrouve, même si la forme est bien différente, mais on les retrouve partout. Et ça, par contre, c'est des mouvements oculaires résiduels qui sont synchronisés avec les flashs. C'est un flash visuel, donc il y a des mouvements qui sont synchronisés à ça. Eh bien, en fait, ce qu'on obtient, c'est la suppression de ces artefacts sans trop toucher, en fait, les signaux qui nous intéressent. Donc, c'est ce genre de technique qui permet d'augmenter grandement la précision de l'interface. On a fait la même chose pour
les interfaces basées sur l'imagination motrice, donc c'est un autre type de faire de BCI. Dans ces cas-là, l'utilisateur doit imaginer de bouger certaines parties du corps, et à chaque partie du corps correspond une commande différente. Par exemple, main droite, ça serait tourner à droite. Imaginez main gauche, ça serait tourner à gauche. Donc c'est une autre façon de faire. Et là, à l'époque, il y avait l'état de l'art, c'était un algorithme qui s'appelle Common Spatial Pattern, qui est encore utilisé aujourd'hui, mais beaucoup moins. À l'époque, c'était vraiment le sacre Graal. Et cet algorithme, en fait, il marche par diagonalisation de deux matrices, les matrices de deux classes, parce que c'est un algorithme qui est fait pour travailler quand il n'y a que deux classes, par exemple, main droite, main gauche. Et là, on a fait une extension, quand on a des classes multiples, et en utilisant la théorie de la diagonalisation conjointe approchée, qui est une spécialité du laboratoire. Et bien là, en fait, on a fait une extension de cette méthode quand on a plusieurs classes. Donc, pour avoir des interfaces d'ordinateur qui peuvent peuvent envoyer plus de commandes. Oui. Après, on s'est intéressé à la thématique comment je peux choisir un ensemble d'électrodes significatifs, réduits, tout en gardant la même performance que si je prends tous les casques. Alors, un casque, pour faire des BCI, en général, c'est 16, 32 électrodes. Mais comment je peux faire pour arriver, par exemple, à 8? Ça sera beaucoup plus facile après, pour faire d'autres sessions du même sujet. Plutôt que mettre 16 électrodes, je dois mettre 8. Donc, nous avons développé plusieurs méthodes pour faire cela, à partir de 2011. Mais il y a des travaux qui sont très récents, et cette thématique est encore très active dans l'équipe VIBS en ce moment. Et après, il y a eu une thèse qui a vraiment basculé les choses. Donc, c'est une thèse avec les CEA, encadrée par Stéphane Bonnet au CEA, et co-encadrée par moi et dirigée par Christian Jouten, mon collègue au VIBS, à l'équipe VIBS. Dans cette thèse, en fait, il a été exploré la géométrie riemannienne. Alors, il faudrait du temps pour expliquer qu'est-ce que c'est la géométrie riemannienne. Ce serait bien d'avoir un séminaire que sur ça, parce que c'est vraiment un outil génial. Et finalement, quand on comprend, c'est très simple. Mais l'idée, c'est que quand on encode les signaux électroencéphalographiques par les matrices de covariance, et ça, c'est une façon appropriée de faire, la métrique pour regarder combien deux matrices sont distantes n'est plus euclidienne, parce que cet espace n'est pas linéaire et courbe. Et donc, en fait, il faut changer de métrique. Et la métrique appropriée, c'est une métrique riemannienne. On l'a dit, une métrique riemannienne. Et si vous voyez un exemple très pratique de ce que ça donne, à droite, vous avez la distance à la moyenne, disons, de tous les essais main gauche, imagination main gauche et imagination main droite. Avec la métrique euclidienne, les deux classes sont complètement confondues. À gauche, vous avez les mêmes données, donc chaque point, c'est un essai. À gauche, vous avez exactement les mêmes données, et juste en utilisant cette nouvelle métrique, eh bien, les classes sont bien séparées. Donc, ces deux papiers qui sont maintenant des papiers qu'on appelle seminal paper, le premier, il a plus de 700 citations. Maintenant, ils sont très connus, et cette méthode est devenue l'état de l'art, très suivie. Par contre, ça a pris un petit moment, parce que c'était un changement de paradigme, disons. Plutôt que se mettre à faire des filtres, etc., changer juste la géométrie de l'espace dans lequel on travaille. Les équations paraissent un peu bizarres. La communauté a eu du mal à prendre ça, jusqu'au moment où Alexandre Barachan, qui est actuellement chef de projet à Meta, ex-ancien Facebook, a gagné 5 compétitions internationales d'affilée, donc, et là, c'était apparent qu'il y avait quelque chose d'intéressant, et tout le monde a commencé à utiliser cette géométrie. Nous, par la suite, nous avons fait un travail un peu plus théorique, fondamental, c'est un peu le cœur de notre métier, sur les algorithmes, en particulier pour l'estimation de ces matrices moyennes. Ça, c'est très important, d'avoir un centre de gravité, un point représentatif d'une classe. On a plein d'essais. C'est quoi un point représentatif? Eh bien, ça sera une espèce de moyenne, mais en utilisant cette nouvelle métrique. Et donc, nous avons développé des nouveaux algorithmes pour ce faire. En particulier, dans la deuxième référence ici, un algorithme qui par rapport à l'algorithme classique GDGM, c'est un algorithme de descente des gradients, a un taux de convergence beaucoup plus rapide. Et ça converge même quand l'autre, parfois, si les données sont très, très bruitées, même quand l'autre n'arrive pas à converger. Donc ça, c'était une recherche un peu plus fondamentale.
En même temps, nous avons participé à des projets cliniques. C'est important de garder un œil sur le monde clinique parce que les BCI sont nés pour aider les patients. Déjà dans les années 90, on parlait de BCI pour le monde clinique. Donc, nous avons participé à un projet assez grand et qui a donné lieu en fait, à cette étude qui a duré 5 ans sur 22 patients quadriplégiques à l'hôpital de Garches, en collaboration avec l'hôpital de Garches à Paris. Et à l'issue de cette étude, nous avons compris un certain nombre de choses qui n'étaient pas évidentes à l'époque. Alors déjà, sur 22, il y en avait 15 patients qui arrivaient à contrôler en fait, une interface serveur-ordinateur. À l'époque, il y avait de la discussion si les patients pouvaient effectivement contrôler ou pas. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Ben, nous avons eu, disons, 15 sur 22, c'est quand même une bonne proportion. Et aussi, nous avons obtenu un bitrate, c'est-à-dire une quantité de commandes envoyées dans une unité de temps, très intéressante, comparable à une technologie assistive traditionnelle. Dans ce cas-là, c'était un système de défilateur des mots avec un interrupteur pour choisir les lettres. Et ça, c'était quelque chose, parce qu'on disait que les BCI ne sont pas compétitifs. Eh bien, en fait, quand on personnalise les paramètres, on arrive à être compétitif. Tout ça, c'était possible grâce à l'utilisation de la géométrie riemannienne. Sans ça, on avait des résultats moins bons. Par contre, on a trouvé que la fatigue, c'était vraiment les points bloquants. Hein. C'est-à-dire que c'était fatigant pour les patients d'utiliser une interface sur ordinateur. C'était beaucoup plus simple avec l'interrupteur, choisir les lettres. Du coup, on s'est un peu dédié à ce problème de la fatigue. Et pour surmonter ce problème, la première chose à faire, c'est de réduire ou alors complètement bypasser la phase de calibration. Donc, vous savez qu'une interface sur ordinateur a besoin d'une phase de calibration. Donc, il faut entraîner en fait, un algorithme de machine learning. Et après, on peut utiliser cet entraînement pour opérer l'interface. Donc, ça marche comme ça. Il y a une phase de training. On a un apprentissage et après, on opère l'interface. Quand on a un nouveau sujet ou une nouvelle session du même sujet, traditionnellement, il faut refaire les trainings, il faut réapprendre et il faut réutiliser l'interface. Ça prend du temps, c'est fatigant. Quand on prend un patient et on opère un training, il est déjà trop fatigué pour continuer, donc ça ne sert à rien. Pourquoi on doit faire ça? La façon la plus simple de le démontrer, c'est visualiser des données. Ça, c'est une visualisation des données de 9 sujets qui ont sur 2 sessions pour chaque. Il y a 2 sessions pour chaque sujet. Chaque couleur, c'est un sujet différent. Chaque point, c'est un essai. C'est de l'imagination motrice, ok? Et ce que vous regardez ici, c'est en fait une projection en 2D des données multidimensionnelles. C'est des matrices de covariance en grande dimension, mais on peut les projeter avec des méthodes comme celle-là en 2 dimensions. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que il y a un décalage dans l'espace des données d'un sujet à l'autre. Donc, ça, c'est normal. Mais il y a aussi un décalage d'une session à l'autre. Hein. Par exemple, les taches vertes sont bien distantes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'entraîne un classifieur ici, et après j'applique cet apprentissage dans la deuxième session, eh bien, ça ne va pas marcher. Ça va marcher très mal. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Ce qu'on appelle du transfer learning, d'accord, du transfert d'apprentissage. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est, une fois qu'on a fait un apprentissage, on cherche de le transférer à une nouvelle session sans réentraîner la machine. Et pour ce faire, on peut essayer de décaler les points, en sorte que les points s'alignent de quelque façon entre différentes sessions ou entre différents sujets. Première méthode que nous avons développée, qui est devenue aussi une méthode très suivie, une variante simplifiée de cette méthode est utilisée aujourd'hui dans les réseaux de neurones multisujets pour améliorer les résultats et aussi pour améliorer la vitesse de convergence des réseaux de neurones. Parce que justement, ça aligne les données de plusieurs sujets. Même si on a 3000 sujets, on peut tout aligner et après faire un apprentissage de groupe. Donc là, en haut, vous avez les données d'un sujet pour 4 classes, okay? Main gauche, main droite, pied et langue respectivement. Session 1 en rouge, session 2 en bleu. Et en bas, vous avez, après le recentrage, que ce qui fait cette méthode, en fait, vous voyez bien que les données se recalent, si vous voulez, et deviennent plus proches d'une session à l'autre. Donc, on peut espérer
que l'apprentissage qu'on a fait, par exemple, sur les points rouges, s'applique aussi sur les points bleus. OK. Effectivement, ça marche pas mal. Par contre, on peut faire encore mieux. Une fois qu'on a fait les recentrages, on peut aussi se dire, est-ce que la dispersion des points d'un sujet à l'autre ou d'une session à l'autre est la même? Parce que si ce n'est pas le cas, je peux l'égaliser, donc ce qu'on appelle un stretching. Et après, je peux essayer de trouver une rotation à donner à un jeu de données, par exemple les nouveaux sujets ou la nouvelle session, en sorte à séparer les classes au maximum. Donc ici, vous avez sujet 1, ça c'est des données réelles, hein? Toujours visualisation en 2D. Sujet 1, c'est les triangles. Sujet 2, c'est les disques. Classe 1 en rouge, classe 2 en rouge, en bleu. Donc là, vous voyez bien que le recentrage, ça recale bien les données. Le stretching, là, il ne fait pas grand-chose parce que les données étaient bien égalisées déjà. Mais vous voyez qu'il faut quand même une rotation pour arriver à bien séparer les classes et avoir des bons résultats derrière. Donc cette méthode qui s'appelle RPA, comme Riemannian Procrustes Analysis, c'est une extension riemannienne de l'analyse des Procrustes classiques qu'on fait depuis des décennies. Et finalement, pas finalement, mais ensuite on s'est posé la question, ok, on est capable de faire du transfert d'apprentissage d'une session à l'autre, d'un sujet à l'autre, mais qu'est-ce qui se passe si je vais le faire d'une base de données à l'autre? Et les bases de données souvent n'ont pas les mêmes nombres, même position des électrodes. Donc ici à gauche on a un setup, et à droite, on a un autre setup complètement. Donc, rien de tout ce qu'on a fait jusqu'à l'heure marche, parce que ce n'est pas compatible du tout. Eh bien, on a trouvé une façon de faire. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a trouvé une façon de faire marcher ces méthodes-là, même quand les électrodes ne sont pas au même endroit et il n'y a pas le même nombre. C'est une méthode, en fait, très simple, mais qui marche pas mal. Plus récemment, nous avons fait une extension de la RPA, donc de la Riemannian Procrustes Analysis, qui opère dans l'espace tangent. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler de la géométrie riemannienne, mais disons que dans cet espace des matrices de covariance, il y a une façon d'approximer localement l'espace dans un espace tangent qui devient linéaire et euclidien. Et ça, l'avantage de faire ça, c'est qu'au final, on peut utiliser des méthodes euclidiennes pour continuer le traitement. Notamment, on peut utiliser l'analyse des Procrustes classiques, qui est euclidienne, beaucoup plus rapide à faire, en passant dans cet espace tangent. Donc, cette méthode qui s'appelle maintenant Tangent Space Alignment permet de faire la même chose que la RPA. Et ici, vous avez les résultats, donc toujours la précision, en fonction du nombre des essais qu'on a utilisés, soit pour aligner les données, soit pour faire l'entraînement classique, avec une train test classique. Donc ici, par exemple, train test classique, ça veut dire qu'on a deux sujets et qu'on entraîne la machine avec les données de chaque sujet. Et la RPA, ça sera, la TSA, ça sera, on a les données d'un sujet, et pour le deuxième sujet, on n'utilise pas ces données pour entraîner la machine, mais on utilise quelques essais pour aligner les données, et c'est tout. Mais on utilise le modèle de machine learning du premier sujet. Eh bien, on voit que même avec très peu d'essais, on peut faire même mieux de ce qu'on pourrait faire avec l'apprentissage sur les données propres de ces sujets et utiliser les données d'un autre sujet. Ça, c'est pour les potentiels évoqués. Pour les motor imagery, donc pour l'imagination motrice, ça marche moins bien. Et encore plus récemment, on s'est posé la question, OK, on peut prendre un sujet et on peut l'utiliser pour transférer l'apprentissage de ce sujet sur un autre sujet. Mais ce n'est pas très intelligent, parce que nous n'avons pas qu'un sujet. Nous avons plein de sujets. On a des bases de données entières. Est-ce qu'on peut les utiliser tous, ces sujets-là, pour faire un modèle global qui marche bien sur n'importe quelle personne? Eh bien, c'est ce qu'on a fait dans cet article-là. Une méthode capable de faire ce qu'on appelle un apprentissage beaucoup à 1. Donc, beaucoup de personnes pour apprendre. Bonjour. Et une personne pour tester. Et là, vous voyez des résultats sur 6 bases différentes, donc il y a beaucoup de sujets là. Et vous voyez que la méthode qui s'appelle Group Learning, dans ces cas-là, marche mieux que les train tests classiques, que là on appelle Subject-Wise Learning, mais c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, les train tests classiques. Partout, peu importe combien d'essais on utilise, sauf pour une base de données, et c'est l'unique base qui était clinique. Donc pour les patients, ce genre de méthode ne marche pas. On est en train maintenant d'étudier pourquoi. On a des hypothèses, bien sûr, si vous voulez, on en discute plus tard. Les autres, c'est des bases
sur des gens, c'est disons, normaux. OK, donc du coup, beaucoup de ces efforts ont convergé vers une vraie interface serveur-ordinateur qui marche. C'est un démonstrateur permanent au GIPSA-Lab qu'on utilise pour les ministres et d'autres personnes importantes. Et qui s'appelle les Brain Invaders et qui a inspiré au jeu vidéo Space Invaders, que je pense n'a pas besoin d'introduction. Tout le monde connaît, peu importe l'âge. C'est ça qui est intéressant. Et peut-être plutôt que vous décrire les jeux vidéo, je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous allez voir, ça c'est l'interface, les systèmes EEG, les casques, l'utilisateur, ça c'est Alexandre Barachand, l'étudiant dont je parlais tout à l'heure. Donc à chaque niveau, vous allez voir qu'il y a un alien qui est cerclé. Donc 12e niveau, un alien qui est cerclé, voilà, celui-là. Donc ça c'est la cible. Après il y a un tour de flash. Et fini ce tour de flash, l'ordinateur analyse les données et devine la cible. Donc là, pam, au premier coup, il devine bien. Donc un tour de flash suffit pour atteindre la cible. Donc là, c'est la cible maintenant. Il y a un tour de flash, 12 flashs en tout. Ça prend quelques secondes. Après, il y a une analyse en ligne et l'ordinateur devine. Et là, il se trompe. Okay? Il se trompe, l'utilisateur il a perdu une vie et il a une deuxième possibilité. Et sachant que maintenant, on a plus de données et donc plus de chances de deviner. Hein? Et là, bon, il ne se trompe pas. Donc, à la deuxième tentative, il arrive. La nouvelle cible, tour de flash. Après, il y a aussi ce qu'on appelle des distracteurs pour rendre la tâche plus différente. On met des aliens aussi même couleur que la cible, si vous voulez. Et la première tentative, ça marche. Et ainsi de suite, il y a un certain nombre de niveaux. Et après, il y a un score qui s'affiche ici. Et après, il y a un billboard pour dire toi, tu es le champion du monde, etc. Donc, un jeu vidéo classique, très simple, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était la première interface serveur-ordinateur réelle qui marchait vraiment sans calibration. C'est-à-dire que vous arrivez chez nous, on met les casques, vous jouez tout de suite. Hein, il y a derrière toute une machinerie pour faire du transfer learning, hein, comme on a vu tout à l'heure, et après pour s'adapter au nouveau utilisateur. Donc, au début, ça marche pas de façon optimale, et après, une minute après, vous avez les mêmes résultats, comme si vous avez entraîné la machine pendant 3 minutes, sauf que vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'était déjà opératif en 2014, 13-14. Donc, et à l'époque, c'était la première qui faisait ça. Je pense qu'on peut sortir d'ici. Pour terminer, je donne juste des références pour des ressources. Donc, nous avons développé beaucoup de code. Forcément, en Julia, mais surtout en Python, parce que c'est très à la mode, et mes étudiants sont très à la mode, donc ils préfèrent faire du Python. Moi, je suis plutôt Julia, mais bon, c'est pas grave. Deuxième chose, c'est on a mené beaucoup d'expériences autour du Brain Invaders, donc et ces données-là sont disponibles en ligne. Il y a 7 bases de données, 273 sujets, 1446 sessions en total, sont tous disponibles en ligne. Open Science. Je voulais remercier les agences qui ont permis ce travail, telles que l'Agence nationale de recherche, le CNRS, l'ERC et AFM Téléthon. Et finalement, je voulais remercier en fait les membres permanents du GIPSA-Lab qui ont collaboré à toute cette recherche. Donc c'est quand même une recherche très importante qui ne serait jamais possible s'il n'y avait pas beaucoup de compétences et beaucoup de gens qui travaillent de façon collaborative. Je vous remercie pour votre attention. Incroyable, j'ai réussi en moins de 30 minutes. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Parfois, c'est possible. Merci beaucoup pour la présentation. Bon, personnellement, j'ai rien compris à la géométrie riemannienne, mais peut-être que vous allez être plus éclairé. Vous avez peut-être des questions? Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique et très intéressante. Moi, j'en étais restée il y a des années en arrière, où l'EEG, on le faisait dans une pièce blindée,
et où il fallait surtout pas bouger pour pas faire d'artefacts. Et quand on dit qu'on peut faire de l'EEG en ambulatoire, comment est-ce qu'on résout tous les problèmes d'artefacts qu'il peut y avoir avec? Bonne question, je disais, en fait, cette machine-là, par exemple, utilise des câbles qui sont blindés. Et sont blindés de façon active, c'est-à-dire qu'il y a du courant qui est injecté dans les câbles et ça fait un blindage électrique. En fait, vous pouvez même bouger la tête comme ça, il n'y aura pas d'artefact. Mais c'est seulement cette machine qui fait ça. Donc, il y a la technologie pour le faire, ce n'est pas très répandu, mais il existe. Pour réduire énormément les artefacts qui sont dus au mouvement, mais aussi les artefacts qui sont dus à l'interférence électromagnétique, parce que comme le câble est blindé, ça ne fait pas effet antenne. Mais c'est un blindage actif. Ça existe. Après, on a toujours des artefacts avec l'EEG. Mais un avantage de la géométrie riemannienne, c'est que c'est très robuste, justement. C'est très robuste, et donc, au final, on a des bons résultats, même quand il y a les artefacts. Souvent, on ne les traite même pas, les artefacts. On classifie les données telles quelles, et on a quand même des très bons résultats, parce que c'est très robuste. C'est un des avantages. C'est la robustesse de la métrique. Oui. Merci pour cette présentation. Moi, je veux revenir sur la géométrie, évidemment. Tu t'en serais douté. Est-ce que toutes les matrices d'autocorrélation sont définies positives, du coup, et dans quel rythme tu les mets à jour? Parce que c'est un mouvement temporel. Donc, à quel rythme tu les mets à jour? Voilà, 2 questions. Eh oui, donc une matrice de covariance, dans la mesure où il y a plus d'échantillons que des canaux, c'est positif défini. Si ce n'est pas le cas, et en fait, en général, c'est qu'on fait, on utilise des méthodes de régularisation, notamment des méthodes qu'on appelle des shrinkage. C'est juste pour s'assurer qu'au final, la matrice sera toujours positive, définie positive, et il n'y aura pas de soucis dans les traitements ultérieurs. Parce qu'avec la géométrie riemannienne, il faut calculer des logs de valeurs propres à quelques moments, et s'il y en a un qui est proche de 0, ça va faire exploser. Donc il y a toujours une petite régularisation. On peut aussi ajouter 10 puissance moins 4 sur la diagonale, mais bon, il y a des façons un peu plus intelligentes de faire ça. Ça, c'est pour s'assurer que les matrices sont positives définies. Après, si notre fenêtre d'investigation est trop courte, ben, par définition, la matrice ne sera pas positive définie. On peut la rendre définie positive, mais de façon artificielle. Il y a quand même des études maintenant, depuis un petit moment, sur justement les problèmes d'estimation avec très peu d'échantillons. Et il y en a qui ont fait aussi dans notre laboratoire, qu'on va essayer de reprendre pour avoir en fait une matrice de covariance de plus en plus fine dans les temps. Pour l'instant, nous, on prend minimum 1 seconde. C'est 500 millisecondes minimum. Et on peut faire glisser, c'est justement là, on commence une thèse avec cette idée. On peut faire glisser des matrices de covariance et appliquer en fait des chaînes de Markov cachées, mais dans un setting riemanien, pour analyser la séquence d'événements dans les cerveaux. Ce que je trouve incontournable si on veut comprendre quoi qu'il soit au niveau cérébral. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, on prend 1 seconde, on calcule la matrice de covariance, là, il n'y a pas de soucis, etc. J'ai une question sur la résolution temporelle en utilisant le EEG pour le BCI. Donc là, l'EEG, le signal est super rapide, mais si on utilise la P300 pour décoder le signal, on a déjà perdu 300 millisecondes. À ce moment-là, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en résolution temporelle avec ces méthodes? Tu veux dire comme latence pour donner une commande? Oui. On peut... Je ne pense pas qu'on puisse descendre à moins de 500 millisecondes en pratique. 500-600 millisecondes en pratique. Mais après, il y a un temps de traitement, mais ça pourrait être ultra rapide. Mais justement, il y a un temps d'exécution de la tâche au niveau mental. Pour l'imagination motrice, c'est même plus. C'est plutôt quelques secondes. Avec les P300, on arrive à... Je dirais minimum 600-700 millisecondes. Et... avec les SVEP, pareil, il faut quand même minimum quelques centaines de millisecondes pour... Non, on ne peut pas comprimer ça. Il n'y a pas de... Non, moi, je ne connais pas de façon de comprimer ça ultérieurement. Peut-être que ça existe, hein, mais je ne connais pas. Merci.
Moi, j'aurais une petite question aussi. Sur l'étude que vous avez menée avec Garch, avec les 15 patients sur 22 là, qui sont identifiés comme arrivant à utiliser le BCI, est-ce que, en dehors de la fatigue, il y avait d'autres éléments qui limitaient justement la possibilité d'utilisation des BCI? Je pense notamment à des biais cognitifs ou je ne sais pas quelle était la population des patients, des patients tétraplégiques qui étaient étudiés. Alors, c'était assez hétérogène, mais je ne me rappelle pas maintenant tous les détails. C'est clair que plus il y a d'attentes cognitives, moins l'interface cerveau-ordinateur va marcher. Bien, ça, c'est clair. Et donc, c'est clair que sur les 7 patients pour lesquels l'interface ne marchait pas, il y en avait très probablement, il y avait justement ça, si vous voulez, ça c'est un gros problème de BCI parce qu'on a dit, au début on disait les BCI c'est l'unique façon de communiquer pour les gens qui sont complètement paralysés, c'est pour ça qu'il faut faire cette recherche. Et par contre, quand on les teste sur les gens qui sont complètement paralysés, rarement ça marche. Parce que les gens qui sont complètement paralysés, après les cerveaux, il y a une atrophie en fait, et à un certain moment ça ne marche plus. Donc ça, je pense, c'est encore un débat aujourd'hui, mais c'est vrai que même quand il y a une paralysie complète, il y a une fenêtre temporelle dans laquelle la BCI peut encore marcher bien. Et je pense que ça justifie quand même le fait de l'appliquer. Même si peut-être dans quelques années, ça va commencer à marcher moins bien et après, à terme, ça ne va plus marcher. Mais sur cette fenêtre temporelle, ça va être l'unique façon pour les patients de communiquer. Du coup, ça justifie le fait de l'essayer. Donc finalement, ça peut s'adresser à des patients qui vont être typiquement traumatiques avec peu d'altérations cognitives, en tout cas on s'attendrait à ça, versus des patients avec des pathologies neurodégénératives où là ça risque d'être peut-être plus difficile en utilisation avec des réseaux qui sont aussi modifiés derrière par les pathologies sous-jacentes. Tout à fait. Par exemple, les P300, c'est un processus attentionnel. Dans la mesure où les P300 n'apparaissent plus, c'est impossible de faire marcher une interface sur l'ordinateur basée sur les P300. Imagination motrice, tant qu'on arrive en fait à activer les cortex sensorimoteur, ça va. Mais les jours où il n'y a plus cette capacité, ça marche plus. Après, on peut essayer encore autre chose. On peut passer sur les visuels, parce qu'il y a les capacités visuelles qui sont intactes. Donc, en fait, les BCI pour les patients, c'est vraiment personnalisé. C'est personalized medicine. Il faut vraiment essayer en fait, on fait une palette de tests. Donc, il y a un projet européen qui a fait ça. On fait bien une palette de tests pour voir où on peut s'appuyer pour essayer de mettre en place une interface cellulaire. Ou alors passer à un invasif. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est tout bon? Super, merci encore.